Honorer les engagements pris dans l'accord de Paris est une responsabilité qui nous engage tous. Tel est le sens des votes que vient d'exprimer le Parlement européen cette semaine à Strasbourg. Il souhaite promouvoir les énergies renouvelables en incorporant au moins 35% dans le mix énergétique. En France, nous avons une habitude de travailler avec les énergies renouvelables. L'hydroélectricité, qui représente aujourd'hui près de 15% de notre ressource électrique, est un bel exemple de ce que peut être l'énergie renouvelable. Mais nous devons travailler encore pour améliorer la performance et pour développer d'autres formes d'énergie. Il y a bien sûr l'éolien, il y a le solaire. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le problème des transports, car la décarbonisation des transports est une des clés pour respecter l'accord de Paris. Alors il y a bien sûr les nouvelles initiatives avec l'électricité, avec l'hydrogène, c'est ce que nous allons développer dans la région Rhône-Alpes et notamment à Chambéry dans les mois et les années qui viennent, grâce à un programme européen qui vient d'être accepté. Mais nous devons également incorporer, continuer à développer les biocarburants. Le débat a été difficile, passionnel même, et à certains moments, je n'ai pas peur de dire que l'irrationnel l'a emporté sur la raison. Certes, il faut éviter la déforestation en Malaisie, sans doute faut-il mettre au banc des accusés l'huile de palme, mais pour autant, nous ne devons pas nous tirer une balle dans le pied. En Europe, nous avons besoin de protéines pour l'alimentation animale. Nous avons deux solutions, les importer de l'extérieur, les importer notamment d'Amérique du Sud, les importer des États-Unis où nous n'avons pas de certitude absolue que les produits soient sans OGM, ou les développer des cultures sur notre continent. Quand vous faites du tournesol, quand vous faites du colza, vous produisez d'abord un tourteau à usage de l'alimentation animale, et puis vous avez une huile. Et cette huile, eh bien, vous pouvez en faire un biocarburant. Alors, est-ce que les cultures destinées aux biocarburants prennent la place de denrées destinées à l'alimentation humaine et font augmenter les prix de l'alimentation humaine? Non. 3% des surfaces cultivées en Europe sont aujourd'hui utilisées à destination des biocarburants. Ils sont d'abord utilisés à destination de l'alimentation animale. L'économie circulaire dont on nous parle beaucoup, c'est ça, c'est assurer la totalité de l'usage du produit. Le combat que nous avons mené pour maintenir un taux d'incorporation satisfaisant de biocarburants dans ce que on nous distribue à la pompe, rentre donc dans ce combat de l'économie circulaire. Il rentre aussi dans le combat de la décarbonisation. Et donc, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de franchir une étape, de passer des biocarburants de première génération à des biocarburants de deuxième génération, obtenus notamment grâce à la déstructuration des fibres de lignine. Certes, la technologie est au point sur le plan du laboratoire. Mais fort est de constater qu'aujourd'hui, les pilotes industriels ne sont encore pas au point. Les quelques usines qui en constituent n'ont pas les résultats attendus. Mais il faut aller fouiller parce qu'on nous parle beaucoup des résultats promis. Ils sont très différents des résultats attendus. Donc les biocarburants de deuxième génération, c'est sans doute un rendez-vous à l'horizon 2030. Ce n'est pas la solution immédiate. Il fallait préserver les biocarburants de première génération. C'est le sens du combat que nous avons mené. Il fallait aussi assurer la rentabilité des outils industriels qui viennent d'être mis en œuvre pour les produire. Car produire de l'énergie, ça coûte très cher. Il faut beaucoup de capitaux. Et si nous ne permettons pas à ceux, notamment aux groupes coopératifs par exemple en France, de retrouver le retour sur investissement, ces groupes ne seront pas disponibles pour financer la deuxième génération qui coûtera beaucoup plus cher. C'est donc un combat avec des étapes que nous menons. L'accord de Paris est une priorité. Nous avons des engagements, nous devons les honorer. Nous devons tout mettre en œuvre pour cela, mais nous devons le faire avec le sens de la réalité et de la raison. Je pense que l'ensemble des votes obtenus au Parlement européen cette semaine sont globalement au final dans cet esprit. Ils vont servir de base désormais à nos négociateurs pour élaborer la version définitive des textes dans les négociations avec le Conseil des ministres. On aura l'occasion d'entendre beaucoup parler de ces questions dans les 6 mois qui viennent.